Imagine la scène. Une caméra s'allume dans un village africain. Un jeune occidental marche au ralenti au milieu d'enfants noirs qui sourient. Musique émouvante, regard grave vers l'objectif, puis cette phrase. Je suis venu changer des vies. Cette scène, vous l'avez déjà vue. Sur YouTube, dans des publicités humanitaires, sur Instagram ou dans certains documentaires. À première vue, cela semble positif. Après tout, aider son prochain est une bonne chose. Mais derrière cette forme d'aide se cache parfois un problème plus profond. Un problème ancien, un problème historique, un problème psychologique. Le complexe du sauveur blanc. Un comportement où certaines personnes blanches se positionnent inconsciemment comme les sauveurs naturels des populations africaines ou afrodescendantes. Attention, le sujet est sensible, et il faut être précis. Le problème n'est pas d'aider. Le problème est la manière d'aider. Le problème est le rapport de pouvoir caché derrière cette aide. Car parfois, l'aide humanitaire peut produire des mécanismes coloniaux. Parfois, la solidarité devient un paternalisme. Parfois, celui qui aide devient le héros, et celui qui reçoit disparaît. Et si ce sujet provoque autant de débats, c'est parce qu'il touche, au fond, à quelque chose de profond. Qui a le pouvoir de raconter l'Afrique? Qui a le pouvoir de parler des Noirs? Et pourquoi certaines personnes ont-elles besoin de se sentir moralement supérieures pour exister? Aujourd'hui, nous allons analyser ce phénomène étape par étape. Son origine, ses mécanismes, ses conséquences. Et surtout, pourquoi beaucoup d'Africains et d'Afro-descendants commencent à rejeter cette posture. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Avant de poursuivre la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter loin dans l'histoire. Très loin. Le complexe du sauveur blanc est intimement lié à l'histoire coloniale européenne. Durant plusieurs siècles, les puissances occidentales ont justifié la colonisation avec une idée simple. Nous allons civiliser ces peuples. La France parlait de mission civilisatrice. Le Royaume-Uni parlait de fardeau de l'homme blanc. Ce concept fut popularisé par le poète britannique Rudyard Kipling en 1899. Selon cette logique, les peuples noirs étaient présentés comme incapables de se développer seuls. L'Europe devenait alors le guide moral du monde. Et c'est là que le problème commence. Parce que lorsqu'on vous apprend pendant des siècles qu'un groupe humain doit être guidé, éduqué ou sauvé, cela finit par créer des réflexes culturels profonds. Même après la fin officielle de la colonisation. Aujourd'hui encore, certaines représentations occidentales de l'Afrique restent figées dans cette logique. Quand l'Afrique apparaît dans certains médias occidentaux, on voit souvent la guerre, la famine, les enfants pauvres, les maladies, le chaos. Beaucoup moins les ingénieurs, les entrepreneurs, les classes moyennes, les innovations technologiques, les intellectuels africains. Résultat, l'inconscient collectif occidental finit parfois par associer l'Afrique à une terre éternellement dépendante. Et quand une personne grandit avec cette vision, elle peut développer inconsciemment une posture de sauveur, même avec de bonnes intentions. Voilà le cœur du sujet. Le complexe du sauveur blanc n'est pas toujours motivé par la méchanceté. Très souvent, il est motivé par le besoin de se sentir moralement important. Et les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Aujourd'hui, certaines personnes transforment l'aide humanitaire en contenu. On filme les pauvres, on photographie les enfants, on expose la misère. Puis, on poste cela sur Instagram avec une légende inspirante. Le problème, les populations locales deviennent des accessoires émotionnels. L'objectif n'est plus toujours de résoudre un problème durablement, l'objectif devient parfois de construire une image héroïque de soi-même. L'écrivaine Teju Cole a popularisé l'expression White Savior Industrial Complex.
Selon elle, certaines formes d'aide occidentale servent davantage à soulager la conscience des privilégiés qu'à transformer réellement les sociétés concernées. Et quand on observe certains projets humanitaires, la critique devient difficile à ignorer. Des volontaires débarquent parfois en Afrique pendant 2 semaines, sans connaître le pays, sans parler la langue, sans comprendre la culture. Mais ils arrivent déjà avec la certitude de savoir ce qu'il faut faire. Imaginez l'inverse. Imaginez un Africain débarquant dans une petite ville française pendant 10 jours pour sauver les Européens. La réaction serait immédiate. Pourquoi ? Parce qu'il existe encore une hiérarchie implicite dans la manière dont certaines vies sont perçues. Le savoir occidental est souvent considéré comme naturellement supérieur, même lorsqu'il connaît mal les réalités locales. Voici une vérité historique rarement mise en avant. L'Afrique possédait déjà des civilisations avancées avant la colonisation européenne. Les empires du Mali, du Ghana ou du Songhai possédaient des systèmes commerciaux complexes. Mansa Moussa est encore considéré comme l'un des hommes les plus riches de l'histoire. La ville de Tombouctou possédait des centres de savoir réputés. Des milliers de manuscrits y étaient conservés. Mais ce passé est souvent minimisé dans les récits occidentaux. Pourquoi ? Parce qu'un peuple présenté comme historiquement incapable devient plus facile à sauver. Le complexe du sauveur blanc fonctionne mieux lorsque l'autre apparaît éternellement dépendant. C'est brutal à entendre, mais c'est une réalité. Même aujourd'hui, certaines ONG reproduisent parfois cette logique. Des chercheurs ont critiqué certaines campagnes humanitaires montrant uniquement des enfants noirs affamés afin de récolter des dons. Ces images créent un choc émotionnel efficace, mais elles enferment aussi l'Afrique dans une image permanente de souffrance. Et cette représentation a des conséquences. Elle influence les investisseurs, les touristes, les entreprises, les médias, et même la manière dont certains Noirs se perçoivent eux-mêmes. Quand un continent est constamment représenté comme incapable, ça finit par affecter la psychologie collective. Voici un autre sujet rarement abordé. Certaines formes d'aide peuvent fragiliser les économies locales. Prenons un exemple concret. Dans plusieurs pays africains, l'arrivée massive de vêtements d'occasion a parfois détruit des industries textiles locales. Pourquoi produire localement si des tonnes de vêtements gratuits arrivent chaque semaine ? L'intention semble généreuse, mais le résultat économique peut être catastrophique. Même logique avec certaines ONG. Certaines construisent des projets sans impliquer les populations locales. Résultat, quand les financements s'arrêtent, tout s'effondre. Parce que les habitants n'étaient pas réellement acteurs du projet. Le développement durable ne consiste pas à créer des dépendants. Il consiste à transmettre du pouvoir. Et c'est ici qu'il faut distinguer solidarité et domination. La solidarité écoute. Le paternalisme impose. La solidarité respecte la dignité. Le paternalisme infantilise. La solidarité construit avec les populations. Le paternalisme construit pour elles. Cette nuance change tout. Aujourd'hui, une nouvelle génération africaine et afrodescendante prend la parole. Et elle remet en question ses rapports de pouvoir. Grâce à Internet, les récits changent. Les créateurs africains racontent eux-mêmes leur réalité. Les entrepreneurs africains montrent leur réussite. Les intellectuels afrodescendants déconstruisent certains discours occidentaux. Et parfois, cela dérange. Parce que le complexe du sauveur blanc repose aussi sur un monopole du récit. Celui qui raconte l'histoire contrôle souvent l'image du monde. Or, aujourd'hui, beaucoup d'Africains disent « Nous ne voulons plus être uniquement les victimes de vos documentaires. Nous voulons être les sujets de notre propre histoire. » Et cette revendication est légitime. Cela ne signifie pas rejeter toute aide extérieure. Ça serait absurde. Le monde entier fonctionne grâce aux échanges. Le problème n'est pas la coopération. Le problème est le déséquilibre psychologique dans certaines relations. Beaucoup de Nord en Occident connaissent d'ailleurs cette dynamique.
Certains racontent qu'on les traite parfois comme des personnes à éduquer ou à sauver, même lorsqu'ils sont diplômés, compétents ou autonomes. Comme si la noirceur restait inconsciemment associée à une forme d'infériorité nécessitant d'être guidée. C'est précisément cela que beaucoup dénoncent aujourd'hui. Peut-on aider sans tomber dans le complexe du sauveur blanc? Oui, et heureusement. Car critiquer le complexe du sauveur blanc ne signifie pas condamner toute aide humanitaire ou toute solidarité interraciale. Il existe des personnes blanches sincèrement engagées, respectueuses et conscientes de ces enjeux. Le problème n'est pas la couleur, le problème est la posture. Alors, à quoi ressemble une aide saine? D'abord, elle écoute avant d'agir. Ensuite, elle accepte que les populations locales connaissent mieux leur réalité. Elle comprend aussi qu'aider ne donne pas automatiquement une supériorité morale. Enfin, elle accepte la réciprocité. Car les échanges doivent fonctionner dans les deux sens. L'Afrique n'est pas seulement un espace recevant des solutions. Elle produit aussi des idées, des talents, des savoirs, des modèles culturels. Beaucoup de mouvements artistiques mondiaux ont été influencés par les cultures africaines et afrodescendantes. La musique contemporaine mondiale en est la preuve. Le jazz, le hip-hop, l'afrobeat, le gospel, le blues, tous portent profondément l'empreinte noire. Le monde ne fonctionne pas uniquement dans un sens. Et reconnaître cela permet de sortir enfin d'une logique coloniale déguisée. Le complexe du sauveur blanc est un sujet inconfortable, parce qu'il oblige à regarder certaines réalités historiques en face. Il nous oblige à comprendre que la domination ne disparaît pas toujours avec les lois. Parfois, elle survit dans les mentalités, dans les images, dans les comportements et même dans certaines formes de générosité. Encore une fois, aider n'est pas un problème. Le problème apparaît lorsque l'aide devient un outil de valorisation personnelle ou de domination symbolique. Les Africains et les Afrodescendants ne demandent pas à être regardés comme des victimes éternelles. On demande surtout une chose, être regardés comme des êtres humains complets. Avec nos forces, nos contradictions, nos réussites, nos échecs et notre dignité. Car personne n'aime être réduit à un projet humanitaire. Et peut-être que la véritable solidarité commence précisément ici. Quand on cesse de vouloir sauver les autres pour enfin apprendre à les respecter réellement. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.